Docteur Meir Masri, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais avec vous, vous êtes orientaliste et vous êtes naturellement expert dans ce qui se passe en Égypte. Et avec vous, je voudrais que nous puissions revenir sur la carrière, on va dire, assez exceptionnelle de Hosni Moubarak. Mais je voudrais tout d'abord commencer par la fin, par ses obsèques hier, ses funérailles nationales. Est-ce que finalement, c'était pas peut-être un peu inattendu que Hosni Moubarak, qui a été, on va dire, on le sait, qui a été destitué, qui a été condamné, qui a été jugé et condamné par la justice égyptienne, soit enterré lors de funérailles nationales avec tous les responsables de l'État, le président Assisi, le chef d'état-major. C'est une forme de réhabilitation ou alors déjà Moubarak était réhabilité de son vivant? Non, il n'a pas été réhabilité de son vivant. Il n'a par exemple été invité à aucun événement important, contrairement à d'autres figures de l'ancien régime, des anciens premiers ministres, le maréchal Tantawi qui a géré la transition après la chute de Moubarak. Donc on peut pas dire vraiment que Moubarak a été réhabilité de son vivant, même si effectivement il avait été blanchi. D'ailleurs, c'était une condition sine qua non pour que des obsèques militaires puissent avoir lieu en son honneur. Donc on peut dire qu'effectivement il a été réhabilité. Hosni Moubarak a été clairement réhabilité après sa mort, à l'occasion de son enterrement. Et tout cela, bien entendu, bon, je ne dirais pas que c'était inattendu parce que, bon, c'était, disons, pas très sûr. En revanche, il n'y a pas eu, donc on constate quand même qu'il n'y a pas eu de visite de chef d'État étranger à cette occasion. Il n'y a pas eu, une participation, ne serait-ce que de chefs d'État arabes. Après tout, Hosni Moubarak est resté au pouvoir pendant 3 décennies. Vous vous rendez compte, 3 décennies, c'est à peu près comme le Sud. Mais vous êtes d'accord avec moi que ces funérailles nationales, elles étaient pas évidentes pour une personnalité comme Moubarak? Non, elle n'était pas évidente. Il y avait un doute, disons que c'était à peu près moitié-moitié. Ok, alors on va revenir effectivement justement sur cette carrière tout à fait exceptionnelle de Hosni Moubarak. Je lisais le communiqué publié par le président de l'État, Reuven Rivlin, à l'occasion du décès de Hosni Moubarak et envoyé à Sisi, le président égyptien actuel. Il disait que en fait, il a été un élément très stabilisateur de la région et il a été un de ces hommes courageux qui ont instauré la paix entre Israël et l'Égypte. Est-ce que c'est exact de parler comme ça de Moubarak ou est-ce que Moubarak a vraiment suivi à 100%, on va dire, Anwar el-Sadat dans sa démarche exceptionnelle d'aller à Jérusalem et de signer la paix avec l'Égypte, ou alors finalement il ne l'a fait que parce que, il voulait s'inscrire dans une forme de continuité, mais il était beaucoup plus, on va dire, tiède, pour ne pas dire glacé envers Israël? Non, Moubarak n'était pas plus tiède que Sadat. Je pense au contraire, Moubarak était moins tiède que Sadat. Ah bon? Oui, bien sûr. Sadat d'abord avait un passé, peu de gens le savent, mais un passé très chargé. Il a clairement écrit dans ses mémoires que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa sympathie allait pour les Allemands, nazis. Il a obtenu des déclarations extrêmement terribles à l'égard des Juifs dans le passé. Il y a des formules, vous savez, extrêmement israélophobes, qui n'ont aucune origine. Par exemple, les Arabes sont souvent convaincus que notre drapeau, qui porte 2 bandes, que cela signifie du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire qu'il y aurait un expansionnisme juif ou sioniste, on ne sait pas vraiment trop d'où ça viendrait selon eux, selon lequel Israël cherche à occuper des terres pour s'étendre du Nil jusqu'à l'Euphrate. Tous les Arabes, globalement, sont convaincus, même les étudiants à l'université hébraïque, qui sont pourtant partie parmi eux sont des Arabes israéliens, sont convaincus de cela. Et quand je leur explique au début, ils sont un peu suspicieux, ils mettent du temps à comprendre que ça. Et figurez-vous que j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir d'où vient ce mensonge, et j'ai retrouvé ça dans un discours de Sadat qui date de 1971. Donc non, je pense que Sadat n'avait pas le choix. Sadat voulait à tout prix d'abord se construire une légitimité parce qu'il était considéré comme un président de transition. Il était contesté par tous les cadres de l'ancien régime, du régime de Nasser, et puis surtout parce qu'il voulait récupérer le Sinaï. Il n'y avait pas d'autre choix. Okay. Alors ça c'est clair. Pour Moubarak, pourquoi je vous dis ça, parce que on a parfois il y a toujours l'histoire, on est très dans les gestes symboliques dans les relations entre Israël et le pays arabe. Et par exemple, tout le monde sait que Hosni Moubarak n'est jamais venu en visite en Israël, visite officielle en Israël, à l'exception de la visite lors des obsèques d'Yitzhak Rabin. Alors, c'est peut-être pour cela qu'on a le sentiment qu'il a été plus tiède.
Non, mais alors je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, Moubarak, après tout, était dans son rôle de président de l'Égypte et il a été, je dirais donc moins tiède que Sadat puisque il a été beaucoup plus responsable, beaucoup plus modéré, beaucoup plus sage dans ses prises de décision. Il n'a pas tenu des propos théâtraux. Il avait le choix à plusieurs reprises. Il pouvait rompre les relations diplomatiques avec Israël. Il ne l'a pas tellement fait. Il n'a pas voulu le faire, sauf à l'occasion du déclenchement de la deuxième intifada. Ça n'a pas duré très longtemps. Il avait quand même contre lui une opinion publique extrêmement hostile à Israël. Il y avait les frères musulmans qui faisaient un retour spectaculaire sur la scène politique égyptienne. Alors moi, je dirais la chose suivante. Je dirais que Moubarak a maintenu les grandes orientations d'Anwar el-Sadat, globalement, c'est-à-dire le maintien de la paix avec Israël, c'est-à-dire le maintien de l'Égypte dans le camp pro-occidental alors que nous étions encore dans la guerre froide au début des années 80, c'est-à-dire l'ouverture économique, la libéralisation, les privatisations, enfin les grandes orientations, disons, du régime restaient quand même les mêmes, mais là où il a été très différent de Sadat, c'est dans le style, beaucoup moins théâtral, beaucoup plus posé, certes peut-être un petit peu moins charismatique parce que plus posé justement, il ne gueulait pas tout le temps comme Sadat et Nasser. C'était disons un dictateur un petit peu plus moderne, un style des années 80. Je pense que par rapport à Israël, on pourrait quand même distinguer deux grandes périodes parce qu'on peut pas mettre vraiment les trois décennies dans un même bloc, c'est quand même beaucoup de temps, les 3 décennies. Mais je dirais qu'il y a deux grandes périodes. Il y a entre 1981 et 2000, et puis à partir de 2000. Entre 1981 et 2000, le régime de Moubarak, tout d'abord, voulait récupérer le Sinaï qui n'était pas encore totalement restitué par Israël. Il ne faut pas l'oublier, Sadat a tout signé, mais il n'a pas tout récupéré. Et donc, il n'a pas tout récupéré de son vivant. Donc, il a récupéré sur plusieurs étapes le Sinaï. Donc, il voulait surtout prouver à Israël que l'assassinat de Sadat ou la disparition de Sadat ne remettait pas en cause la stabilité de l'Égypte et que donc il fallait continuer donc selon les plans. Le Sinaï a été complètement restitué en 1989, donc 8 ans après l'arrivée de Moubarak au pouvoir. Et il s'est aussi battu pour la ville de Taba dans les arènes internationales, puisqu'il y a eu une intervention une médiation internationale, il y a un jugement de la cour de justice avec l'accord des deux pays, avec l'accord de Jérusalem et du Caire. Et puis il y avait surtout un enjeu majeur pour Moubarak, récupérer son siège au sein de la Ligue arabe. L'Égypte était expulsée de la Ligue arabe, comme la Syrie de Bachar al-Assad aujourd'hui. Et le siège de l'Égypte, le siège de la Ligue arabe qui était au Caire avait été transféré à Tunis. Et il sera par la suite récupéré au début des années 90. Et donc c'était extrêmement difficile. Et puis il y avait bien sûr aussi le fait que Moubarak croyait vraiment dans le processus de paix. Il était un optimiste et il a cru dans la possibilité de parvenir à une paix globale, incluant les Palestiniens, jusqu'en 2000. Il a joué un rôle fondamental au début des années 90. Sa médiation était fondamentale, que ce soit entre Israël et les Palestiniens. On se souvient de lui au début des accords d'Oslo, lors de la signature en mai 94 des accords Oslo, de ce qu'on appelait Gaza. Tout à fait. Où il avait traité Arafat de kelb. Alors ça, j'en suis pas sûr. Ça, c'est les Palestiniens aiment dire cela. Moi, honnêtement, je n'ai pas du tout son style. En tout cas, il avait forcé à signer ces accords où on se souvient de cette scène assez surréaliste où Arafat ne voulait pas signer, Rabin attendait, Pérez attendait, et puis Moubarak a fait pression lui-même pour que... Il a fait des pressions, oui. D'ailleurs, c'est assez paradoxal quand on sait qu'un ancien président français mettait les bâtons dans les roues, alors que le président de l'Égypte justement faisait pression pour qu'Arafat signe, y compris à la fin à Camp David II. Et il a également essayé d'être le médiateur entre Israël et les Syriens. Il a exercer des pressions sur Hafez el-Assad. Mais alors, je dirais que, contrairement à Arafat, Assad et certaines figures de la politique moyen-orientale qui n'ont pas joué le jeu de la paix, il y avait un double langage. Moubarak ne l'avait pas. Moubarak, lorsqu'il parlait en arabe, il disait exactement ce qu'on entendait en anglais. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il était dans son rôle de président d'Égypte. Il a joué, en fait... il a joué la carte de la paix, il y croyait vraiment. Jusqu'en 2000. À partir de 2000, il y a eu une rupture. À partir de 2000, il y a eu un ras-le-bol. Il n'y croyait plus tellement, pour différentes raisons. Mais paradoxalement, alors qu'il ne croyait plus à la paix,
Et il a commencé à considérer un petit peu toutes ces médiations et ces conférences internationales comme un moyen de se rapprocher des Américains et comme une sorte de politique publique, mais sans vraiment mettre toute son énergie là-dedans. Paradoxalement, c'est à ce moment-là, alors qu'il avait déjà récupéré le Sinaï, alors que, bon, il pouvait très bien, mais c'est à ce moment-là, justement, qu'il s'est beaucoup plus rapproché d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2000 ? À partir de 2000, il y a eu la montée de la violence terroriste palestinienne, les accords d'Oslo, le processus d'Oslo a été gelé, il y a eu en Israël l'arrivée au pouvoir de la droite, il y avait eu Netanyahou entre 96 et 99, mais on restait quand même dans le cadre d'Oslo, il y a eu le Hebron, etc. Le premier mandat de Netanyahou était assez différent des suivants. Et il y a eu après Ehud Barak. Donc ils étaient encore dans le cadre d'Oslo. 2000, il y a eu l'élection d'Ariel Sharon. Et le processus d'Oslo a été bien gelé. Arafat a commencé à être isolé, avec en partie la bénédiction de l'Égypte, on peut le dire, puisque l'Égypte n'a pas tellement cherché à l'aider tant que cela. Et il y a eu le 11 septembre. Et là, les pressions se sont multipliées sur l'Égypte de la part de l'administration Bush pour que un rôle soit joué dans la guerre contre le terrorisme, une guerre contre le terrorisme qui ne peut ignorer certaines factions palestiniennes. Par la suite, la division chez les Palestiniens, le putsch du Hamas à Gaza, la question de la sécurité est devenu un enjeu majeur pour les Égyptiens également. L'Égypte a commencé à construire sa barrière de sécurité du côté, donc, entre l'Égypte et la bande de Gaza, puis le blocus imposé à la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, avec la prise de pouvoir à Gaza, on peut dire que les frères musulmans en Égypte sont devenus plus puissants et qu'il y avait une forme d'alliance solide sur le plan sécuritaire entre Israël et cette alliance que l'on connaît aujourd'hui aussi avec Assisi. Oui, ce n'est pas tellement une question de frères musulmans à ce moment-là, mais c'est surtout une question de sécurité. Il y a eu des attentats dans lesquels il y a eu une implication du Hamas. L'Égypte ne pouvait pas supporter d'avoir à sa frontière un bout de territoire contrôlé par une organisation terroriste. Donc voilà, donc il y a un tas d'événements qui ont fait que le rapprochement était là et c'était un rapprochement objectif. Alors il ne s'est pas tellement manifesté médiatiquement puisqu'il y a toujours la rhétorique anti-israélienne dans les médias égyptiens. Mais dans les faits, il y a eu quand même un rapprochement et puis il y a eu certaines phrases qui ont été prononcées par Moubarak qui avaient été mal perçues par l'opinion publique, où il a défendu clairement Israël, où il avait par exemple parlé d'un premier ministre israélien comme d'un frère, je crois qu'il s'agit d'Olmert. Il avait dit nos amis israéliens. À un moment donné, il avait dit, en parlant des territoires, voilà, il avait utilisé l'expression la terre d'Israël, hein, c'est une expression biblique. Donc ça avait un petit peu choqué les Égyptiens. Donc il y a eu moi je pense qu'il y a eu vers la fin un rapprochement assez évident avec Israël. Il y a même une fois fait un discours avec un chef d'État israélien, avec un premier ministre israélien où on le voyait devant le drapeau israélien et le premier ministre israélien était devant le drapeau égyptien. Dans les années 2000, c'était un petit peu la mode d'inverser les drapeaux. Donc ça a été également mal perçu par l'opinion. Je pense que c'est un des éléments qui ont conduit à la révolte, mais même si ce n'était pas bien entendu l'élément majeur. Alors justement, avant de revenir à la révolte, encore un mot, il avait des relations, on va dire, très chaleureuses avec certains responsables israéliens. On se souvient par exemple de sa relation avec Ezer Weizmann, l'ancien président. On se souvient de sa relation avec Binyamin Ben Eliezer, qui était aussi ministre de la Défense dans les années 2005, au moment du gouvernement le gouvernement d'Ariel Sharon. Il avait cette capacité d'être, je lisais par exemple que Smadar Perry, la correspondante du monde arabe du Yediot Aharonot, l'a rencontré plus de 30 fois, c'est-à-dire il avait noué des rapports, on va dire, très, très chaleureux avec certains Israéliens. Oui, avec le président Navon également, alors qu'il était vice-président à l'époque de Sadat. Oui, effectivement, il avait des relations extrêmement chaleureuses avec certains dirigeants. Il faut dire qu'Ezer Weizmann était très populaire en Égypte, était très apprécié par la famille Sadat, parce que pour différentes raisons, son épouse était égyptienne. Et puis il savait parler aux Égyptiens. Et il était un homme vraiment qui était exceptionnel dans le moment des négociations avec les Égyptiens. Avec également le premier ministre Rabin, il y a eu un rapprochement très clair. Il faut dire que Rabin et Moubarak avaient une relation personnelle très développée. En tant qu'ancien militaire. Rabin en tant qu'ancien militaire, exactement. Lors des négociations avec les Syriens, les Syriens ont caché beaucoup de secrets à Moubarak qui ont été racontés par Rabin, ce qui a bien vexé
Hafez el-Assad à l'époque. Donc oui, effectivement, il y a eu une complicité qui est née. Il faut savoir aussi que lorsqu'un président reste au pouvoir pendant très longtemps, il devient l'adresse du pays. Et ça a un effet positif. Alors, effectivement, je ne dis pas qu'un dirigeant doit rester très longtemps au pouvoir. Oui. Mais je veux dire, comme ça a beaucoup d'effets négatifs, mais il y a quand même des fois quelques... Alors justement, l'effet négatif, on peut dire que il a fait les frais aussi de ce printemps arabe, Hosni Moubarak. Il a mal négocié ce virage. Vous pensez? Il aurait pu agir autrement et rester au pouvoir, ou c'était peine perdue? Il était très absent. Nous venons d'apprendre, hier, je l'ai appris hier en réalité, qu'à ce moment-là, il avait un cancer. Il était très très fatigué. Il avait déjà 83 ou 84 ans. Il venait de perdre son petit-fils. Il était complètement dépassé. Il savait pas, il ne savait rien à Internet. Il savait pas c'est quoi Facebook. C'était pas l'homme de la situation, si j'ose dire. Je n'étais pas un Bachar el-Assad jeune, dynamique et combatif. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. Il ne s'est pas acharné pour rester au pouvoir. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que l'on puisse dire qu'il a été destitué. Les médias adorent dire ça. Il n'a pas vraiment été destitué. Il a donné sa démission. Donc, vous voyez, moi je pense que l'histoire va le juger de façon objective. On ne peut pas non plus dire que c'était un saint homme. Il a été un dictateur, le fils de son temps, le dirigeant d'un pays arabe des années 80. Donc, avec tous les défauts que cela implique, il s'est appuyé sur l'institution militaire, sur les renseignements. C'était pas un grand démocrate, et en tout cas, il ne croyait pas à la possibilité pour l'Égypte de parvenir à la transition démocratique de son vivant. Vis-à-vis des chrétiens, il n'était pas non plus. Bon, il a maintenu les orientations de Sadat, c'est-à-dire il y avait une méfiance vis-à-vis des chrétiens qui est extrêmement regrettable. Et il n'y a pas eu une volonté vraiment d'intégrer les Coptes dans les prix de décision au sein de l'armée, etc. Je pense que son principal apport pour l'Égypte, c'est plus en termes de politique étrangère, et notamment la récupération du rang de l'Égypte sur le plan régional, puisqu'il a bien profité d'un moment historique, d'un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, à savoir la guerre de libération du Koweït de 1991. Il s'est imposé à ce moment-là comme le sauveur du Koweït. Les pays du Golfe avaient vraiment besoin d'un pays arabe fort pour les aider. Et il a donné la légitimité nécessaire aux Américains pour entrer dans le jeu. Et il aura donc été l'un des artisans du dispositif sécuritaire pro-américain qui s'est construit au fil des années. Dans cette région, et qui est aujourd'hui un rempart contre l'expansion de l'hégémonie iranienne. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup de nous avoir brossé ce portrait très détaillé, très intéressant, passionnant même de Hosni Moubarak, une grande figure, on va dire, du Proche-Orient de ces dernières décennies, on va le dire, même on peut dire de l'après-guerre, et surtout depuis l'instauration des relations diplomatiques et de la paix entre Israël et l'Égypte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, shalom. Avec grand plaisir, shalom.